Voici votre rendez-vous face à Mo News. Et je crois que l'an dernier, c'est lui aussi qui avait inauguré notre série d'interviews du matin. Emmanuel Prince, bonjour. Bonjour aux auditeurs donc de Radio Mo News. Alors, vous êtes notamment président de la commission culture patrimoine, c'est ça, de la CTG. Tout à fait, délégué au patrimoine, à la culture, au patrimoine et à la transmission. Également, vous êtes élu donc d'opposition à Macoria et justement, on en parlera dans un instant. On l'a vu sur les réseaux sociaux, un cri du cœur qui a résonné, enfin un cri du cœur, coup de gueule qui a résonné, non pas seulement en Guyane, mais sur la toile. On en parlera tout à l'heure suite au décès de votre beau-frère dans un accident de la route. Mais d'abord, donc votre casquette, le président de la commission culture de la CTG, les vacances qui s'achèvent. On a fait ce choix ce matin de vous recevoir pour dresser quand même un petit bilan de la culture, l'activité culturelle en Guyane durant ces 2 mois et demi, presque. Comment vous l'analysez, Emmanuel Prince ? Je dirais que, comme chaque année, en tout cas depuis juin 2021, nous maintenons le cap avec des actions culturelles initiées par la collectivité territoriale de la Guyane et notamment l'opération qu'il y a donc chaque année au niveau du Fort Diamant. À Cayenne, effectivement. On a eu le sentiment, Emmanuel Prince, quand même, que ce qui a dominé, ce sont les festivals, les rendez-vous pour les jeunes. Est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment de manifestations pour l'autre génération, j'ai envie de dire la vôtre, la mienne? Vous parlez de tradition, de patrimoine tout à l'heure, de transmission. Est-ce qu'il y a suffisamment d'événements dans ce cadre? Déjà pour commencer, je vais dire que je vais déjà distinguer 2 sortes de manifestations. Donc il y a bien les manifestations culturelles et puis il y a aussi tout ce qui touche un peu l'événementiel. Donc l'événementiel touche particulièrement ce que vous venez de dire, donc les différents festivals. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit en tout cas fleurir ces manifestations que nous voyons un peu, je vais dire, sur tout le bassin caraïbéen. Donc c'est aujourd'hui devenu une obligation, je veux dire, de se coller un peu à ce qui se passe. C'est très populaire en plus. Voilà, qui se passe un petit peu ailleurs. Après, l'objectif en lui-même, c'est de pouvoir occuper les uns et les autres. On n'est pas là pour différencier un peu les choses. Nous sommes en vacances et durant les vacances, bien évidemment, tout ce qui est plage, tout ce qui est animation artistique et puis les artistes qui interviennent, je dirais que c'est aussi intergénérationnel. J'ai vu des programmes assez bien étendus, donc je pense que chacun a pu trouver, je vais dire, son intérêt à chaque festival. Il y en a eu 2 ou 3. Il y a eu 2 ou 3 en tout cas cette année. Le tout premier que nous avons accompagné, c'est le premier qui s'est tenu à Sinamari. Ensuite, il y a aussi des festivals qui sont revenus comme à chaque année. Et puis, nous avons aussi soutenu la Bunjam qui était le tout dernier durant le mois d'août. Le mois d'août. Je vais un peu titiller l'élu de la CTG que vous êtes. Souvent, les organisateurs de manifestations pointent du doigt le manque d'accompagnement. On parle du nerf de la guerre, évidemment, l'aspect financier. Est-ce qu'aujourd'hui, la CTG, au niveau de la culture, fait les frais de ce manque peut-être de subventions, de manque de disponibilité budgétaire? Alors, la réalité, c'est que je prendrai peut-être un exemple. Nous avons reçu un organisateur de festival qui nous a présenté un budget pour son organisation. Et je lui ai fait, en tout cas rapidement, je vais dire, la comparaison en lui disant que le budget prévisionnel de son festival représentait quasiment la dotation qui m'est allouée pour pouvoir, je vais dire, ventiler aux associations culturelles. Donc, on parlait quasiment de 700 à 800 000 euros.
pour un festival. Après, je ne suis pas contre, mais j'ai bien dit qu'il faut aussi que nous puissions adapter aussi les choses par rapport à nos moyens et par rapport au territoire, par rapport à la population, parce que il est aussi important d'apporter cette pédagogie parfois, et je le fais assez souvent avec les associations, en leur disant bien que nous ne sommes pas comparables à certaines régions de France, puisque on dispose d'un budget par rapport à notre démographie. Oui, mais c'est quoi? C'est un choix politique? Parce que souvent, on conteste que la culture soit un peu le parent pauvre, finalement, des budgets politiques, de manière générale. Hein, pas non, qu'à la je CTG. je ne dirais pas ça, puisque le président Gabriel Serville, il en est tellement conscient que chaque année, en tout cas depuis notre arrivée en juin 2021, chaque année, il y a quand même une légère augmentation. Quand je suis arrivé, nous étions quasiment allés entre 500 et 600 000 euros, je vais dire, de ventilation, d'aide financière aux associations culturelles. Aujourd'hui, nous atteignons quasiment les 800 à 900 000 euros d'accompagnement. Donc chaque année, bien évidemment, on ne peut pas non plus en rougir, puisque je me dis tout simplement que s'il y a autant de dotations et de subventions dédiées aux associations culturelles, c'est que à la fois la culture bouge, et on ne me dira pas le contraire. Aujourd'hui, et c'est pour cela que je vais toujours, au nom de la collectivité, féliciter toutes ces associations culturelles, que l'on veuille ou non, qui apportent en tout cas une plus-value au quotidien, tous les mois, toutes les semaines, et à chaque vacances, à la population. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut quand même signaler. Vous aviez entamé un travail de proximité, justement, auprès de ces associations. Je sais qu'à votre arrivée, vous aviez pris contact avec les associations qui sont en commune, toutes celles qui sont finalement le nœud de cette vie culturelle en Guyane. Où ça en est? Quelles sont un peu les fouilles de ce travail de regroupement, de fédération? Parce que ça manquait à un moment, là, le regroupement des associations autour de la culture. Ben déjà, il y avait un travail de recensement à faire. Avec mes collègues Christian Noko et Serge Languinam, chaque année, on se fixe des orientations. Nous avons aujourd'hui, avec les services de la collectivité, que je salue quand même au niveau du pôle culture, qui font un travail fantastique. C'est-à-dire que grâce à certaines données, nous pouvons aujourd'hui créer une équité, créer l'équilibre, je vais dire, des accompagnements que nous menons sur l'ensemble du territoire. Par exemple, l'année dernière, nous avions consacré nos accompagnements aux communes de l'Ouest, particulièrement du Haut-Maroni, puisque lorsqu'on regarde un petit peu le fromage que nous faisons chaque année pour pouvoir... Est-ce qu'il est équilibré, ce fromage, Emmanuel Prince? Est-ce qu'il n'y a pas des communes, des villes qui bénéficient un peu plus de fonds que d'autres? Après, je dirais tout simplement... En toute honnêteté. On se dit les choses en toute honnêteté. C'est vrai que nous essayons toujours de créer cet équilibre. Nous essayons toujours de créer... Mais après, il y a une chose qui est fondamentale. Il faut aussi qu'il y ait des porteurs de projets derrière. Et après, je dirais que ça charge maintenant aux acteurs de proposer, tout en se disant que si les élus de la collectivité décident, comme je l'ai dit l'année dernière, nous avons plutôt axé nos interventions sur les communes de l'Ouest et du Haut-Maroni. Cette année, nous l'avions plutôt axé sur les communes de l'Est de la Guyane, Saint-Georges, Camopi, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait des porteurs de projets. Alors j'entends, Emmanuel Prince, mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de porter un projet si on n'a pas la certitude d'être accompagné par la CTG? Parce que bien souvent, certains, on retrouve la porte fermée. Nous avons des critères aussi. Dans toute collectivité, tout pouvoir public a forcément aussi des critères d'éligibilité. Donc il faut aussi rentrer dans un cadre. Le cadre, par exemple, de se dire que lorsqu'on propose un projet culturel à la collectivité territoriale de la Guyane, il faudrait surtout que ce projet-là puisse avoir une vision territoriale et non pas communale, par exemple. On ne peut pas non plus, en tant que collectivité majeure, je le dis parfois sur une base un peu ironique lorsque je dis que la collectivité territoriale de Guyane ne peut pas accompagner la fête des voisins, par exemple. C'est ça. Vous chapeautez une délégation qui est celle de la transmission, vous l'avez dit, en ce jour de rentrée scolaire. Je pense notamment aux jeunes, aux écoles. Comment la transmission en Guyane s'établit
au sein des établissements scolaires? Mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs dispositifs. Nous avons un dispositif particulièrement qui s'appelle le PEAP, qui est un dispositif qui permet en tout cas d'accompagner, de transmettre en tout cas tout ce qui touche au patrimoine, au savoir-faire, à la danse traditionnelle, etc. Donc c'est un dispositif qui est mis à disposition des établissements scolaires qui permettent d'avoir des intervenants dans ces établissements scolaires, mais sur la base d'un projet vraiment patrimonial. Et à ce niveau-là, nous y sommes avec cette rentrée. Il y a toujours la possibilité de pouvoir déposer des dossiers, mais les écoles font ce travail? Est-ce que sur l'année dernière, par exemple, vous avez des demandes d'accompagnement? Nous faisons tout ce qu'il faut pour que l'ensemble de nos dispositifs soient connus par l'opinion publique. À ce niveau-là, même lorsque nous nous déplaçons dans les communes, nous allons à la rencontre des municipalités, nous leur parlons bien évidemment de l'ensemble de nos dispositifs, dont celui dont je viens de vous parler. Alors justement, vous le disiez, c'est une rentrée scolaire, c'est une nouvelle saison pour la culture en Guyane. Vous basez cette année sur, alors cette nouvelle année 2024-2025, autour de quel leitmotiv? Est-ce que vous avez aujourd'hui des perspectives claires et précises sur cette nouvelle année? Pas forcément. Déjà, c'est quoi la continuité? Déjà, je dirais que l'année, nous avons passé nos dernières ventilations d'accompagnement le 11 juillet. Donc, nous sommes vraiment sur les projets qui ont été validés par la commission pour l'ensemble des associations. Donc, d'ici le mois d'octobre, entre octobre et décembre, donc nous allons renouveler en tout cas cette campagne d'attribution et de soutien. Entre octobre et décembre, il est important de pouvoir le dire puisque je le répète assez souvent aux acteurs que obtenir une dotation lors d'une année, c'est déposer son dossier à l'année N-1. Et ça reste quand même important de pouvoir se le dire, bien évidemment. Donc, c'est une façon pour nous de continuer, de même que nous avons aussi cette année, accompagné les associations au niveau de la formation, parce que ça aussi, c'est fondamental. C'est très, mais quand je dis que c'est très important, Herman, c'est très important, parce que nous avons tendance aujourd'hui à se dire qu'une association, c'est quelque chose de banal, mais on ne se dit pas que l'association est comme aussi un pouvoir public, c'est-à-dire qu'il y a aussi des obligations. Surtout dans le contexte actuel, la sécurité, etc. Et surtout au niveau financier. Je redis que nous donnons des dotations publiques, des subventions publiques. Donc, c'est l'argent du contribuable. Donc, forcément, lorsqu'on a l'argent du contribuable, on se doit de rendre compte. Et ça, je sais que pour certaines associations, ce n'est pas forcément évident de pouvoir se dire que voilà, on obtient une subvention et que derrière, il faut justifier. Mais justement, vous me tendez la perche, Emmanuel Prince. Quand on sait que la Guyane est une terre de jeunes, plus de 60% de la population est jeune, ça représente une activité donc culturelle liée souvent à la jeunesse. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement de la CTG pour élaborer les projets? Parce que comme vous disiez, il y a des critères d'éligibilité, oui, mais en amont, ces jeunes, ces associations dont vous parlez, est-ce qu'elles ont les moyens de monter des projets structurants et coordonnés? Il y a toujours la possibilité. Il y a la possibilité avec les services même du pôle culture. Je redis encore que c'est un travail de fourmi qui se fait avec l'ensemble de nos collaborateurs du pôle culture. Vos services sont aux côtés de ceux qui portent des projets. Et je dirais même plus que les services, moi-même, lorsque je prends le temps de recevoir une association, ce n'est pas 15 minutes. Je me donne le temps au moins de 3/4 d'heure, 1 heure pour pouvoir aussi bien apporter cette ingénierie à l'ensemble des projets qui nous sont proposés, s'il faut les revoir, s'il faut les réadapter, s'il faut les réajuster. Et à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que c'est quasiment mon quotidien. Emmanuel Prince, si vous êtes là ce matin aussi, c'est parce qu'on vous a vu il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Tout le monde
a vu ce message touchant, ce message, ce cri du cœur véritablement. Hein. Et l'actualité récente nous montre que finalement, ce coup de gueule, puisqu'il en est un, a vraiment lieu d'être. La semaine dernière, Kevin Luap, hein, un jeune handballeur prometteur, a perdu la vie sur cette RNE à hauteur de Macoria. C'était quelques jours après le décès de votre beau-frère ainsi qu'un collègue. En tout cas, ils étaient tous les deux sur un engin qui a été percuté. Ça fait plusieurs accidents, ça fait beaucoup, ça fait trop, selon vous, Emmanuel Prince? Je dirais que c'est la goutte de trop. C'est une disparition de trop. C'est une âme de trop. Sur cette route nationale 1, et d'ailleurs je profite pour pouvoir à la fois continuer à apporter mon total soutien à ma grande sœur Tan, qui doit certainement nous écouter, et surtout profiter pour adresser aussi à la famille de Kevin donc mes sincères condoléances. En plus Kevin il était là aussi chez ma sœur lorsqu'il y avait aussi ce drame. Il passait quasiment tous les soirs, il apportait son total soutien moral à ma sœur. Sans savoir qu'il perdrait la vie lui-même. Voilà, sur cet axe routier qui, selon vous, est meurtrier. Mais la faute à qui, Emmanuel Prince? Déjà, je dirais que je vais dire tout simplement qu'il y a une faute partagée. Il y a une faute partagée, il y a la faute bien évidemment des usagers de la route, parce que je pense que quand même dans notre subconscient, nous sommes aussi bien conscients que nous avons une portion de route qui est surtout mal calibrée, qui ne répond plus aujourd'hui aux attentes de cette démographie, surtout sur le bassin macourien. Il suffit tout simplement de voir le matin les embouteillages. Vous vous souvenez de la publicité quand on parlait de Soula il y a un temps, c'était venez vous installer à Soula, vous êtes à 15 minutes de Cayenne. Aujourd'hui, vous êtes à 3 heures. Voilà, donc aujourd'hui, que l'on veuille ou non, et même là aussi, lorsqu'on observe que on disait que les embouteillages c'était le matin, mais aujourd'hui les embouteillages c'est aussi bien le matin qu'aussi en fin d'après-midi. Ils doivent être nombreux ceux qui nous écoutent d'ailleurs en ce moment dans leur voiture. Voilà, donc. Mais Emmanuel Prince, excusez-moi, mais vous êtes quand même élu. Est-ce que c'est pas la faute à vous, élus de manière générale? Vous, les élus, qu'est-ce que vous faites pour stopper ces... Alors oui, on va pas se dédouaner. Je ne me dédouanerai jamais non plus. Parce qu'en plus, vous êtes élu municipal à Macoria. Voilà, de mes responsabilités. Contrairement peut-être à certains, je ne vais pas me dédouaner, tout en se disant que quand même c'est une prérogative, c'est une compétence de l'État, puisqu'on parle de la route nationale 1, que l'on veuille ou non, en termes de réflexion, d'aménagement et de tout ce qu'il faut, que chaque personne prenne sa responsabilité. C'est important de le rappeler, puisque il s'appelle votre collègue Zadkiel Saint-Oris a été pointé du doigt sur justement. Voilà, c'est pas la portion de la CTG en tout cas. Non, ça n'a rien à voir avec la collectivité ni avec la commune, mais cependant cela ne nous empêche pas en tant qu'élu local de pouvoir interpeller la personne qui a la compétence et de lui dire que voilà, il y a urgence, et je le dis parce que lorsqu'on est par exemple maire d'un territoire, je rappelle quand même que son premier devoir c'est de sécuriser ses administrés. Quand on est maire, on doit, au-delà bien évidemment des compétences partagées qui pourrait y avoir entre les institutions de la Ve République, mais cependant on se doit d'avoir un seul objectif, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Disons clairement les choses, Emmanuel Prince. Vous pensez que le maire en place aurait dû user de son pouvoir de maire, de chef d'édilité, pour poser ce problème au plus haut niveau? Écoutez, j'ai connu un maire à Macoria, pour ne le citer, feu Serge Adelson, auquel j'étais son directeur de cabinet à un moment. C'était un acharnement. Il se faisait le devoir de pouvoir interpeller toute institution ayant compétence qui pourrait, je vais dire, nuire
à l'épanouissement, à la sécurité de ses administrés. Donc, lorsqu'il fallait interpeller tel organisme parce que c'est un problème d'électricité, d'eau, de poubelle, même si ce n'était pas sa responsabilité. Même si ce n'était pas de sa responsabilité, il faisait ce qu'il fallait. Oui, mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de faire de la politique politicienne? Emmanuel Prince, vous êtes élu d'opposition, certes, mais est-ce que vous ne pouvez pas aller dans le même sens que le maire en place et faire des propositions? Alors, Herman, je te dirais honnêtement, et on se dit toujours les choses franchement, depuis que nous avons été élus dans l'opposition avec mes collègues en mars 2020, nous n'avons cessé de dire à la population et à qui voulait entendre que nous étions une opposition constructive. C'est-à-dire que vous seriez prêt qu'on était prêt à travailler dès qu'il s'agissait de l'intérêt majeur et général de la population. Ça veut dire que vous seriez prêt à porter un projet avec M. Adelson, le maire actuel de Macouria? Nous n'avons cessé de parler de certaines problématiques dans la commune, mais malheureusement, on nous a regardé de la tour Montparnasse en nous faisant comprendre que nous étions des omnibulés lorsqu'on venait parler de sécurité dans les écoles. Je peux prendre l'exemple, sécurité dans les écoles. Moi, je me souviens très bien qu'avant que la directrice ou l'enseignante qui s'était fait électrocuter dans une des écoles de Soula, en plein conseil municipal, j'avais attiré l'attention sur l'état vétuste et autres de cet établissement préfabriqué, etc., où je demandais de faire le nécessaire pour qu'il malheur n'y ait pas. Ce n'est pas pour autant que lorsque je l'ai dit, lorsque mes collègues et moi nous l'avions dit, et que on nous a sous-estimés jusqu'à l'incident. De la même façon que je peux encore parler de situations dramatiques et tragiques, lorsqu'il y a eu cet enfant qui s'était noyé dans un des canaux de la commune, à plusieurs reprises, nous avions pointé du doigt le simple fait que certains canaux n'étaient pas nettoyés, etc. Et c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas eu ce drame. Et la même chose concernant la RN1, il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, je le dis, et ça peut être prouvé à travers les procès-verbaux des conseils municipaux, de même que les Facebook Live que nous faisions à l'issue de chaque conseil municipal. Là aussi, il y a 1 an et demi à 2 ans, nous avions proposé, et je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le maire, il serait temps que nous puissions regarder sérieusement cette histoire de RN1, parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Les embouteillages, les gens sont exaspérés, etc., etc. Et j'avais même proposé, et je le dis, j'avais même proposé que le conseil municipal fasse une motion, et que l'on soit de droite, de gauche, de devant, de derrière, etc., il s'agit de l'intérêt général de la population, de la sécurité. Là, on ne parle pas de politique, on parle humain. Donc, j'ai dit qu'il serait temps que vous étiez prêt à faire front. À faire front, et je le lui ai dit. Ensemble, de manière... Être derrière lui. Le supporter pour que les services de l'État et voire même le gouvernement soient conscients que cette portion de route-là, on ne peut plus continuer comme ça. Et ça remonte à 2 ans. En attendant, Emmanuel Prince, combien de temps encore allons-nous compter les morts sur cette RN2 ? En tout cas, j'ai eu personnellement, monsieur le préfet, vendredi, nous avons discuté. Et je pense le voir incessamment sous peu. Moi, je dis bien, au niveau de l'opposition... C'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous dire que vous prenez vos responsabilités, vous allez voir le préfet directement. Vous passez au-delà du maire, en fait. Je prendrai mais je redis, au-delà d'être élu d'opposition au conseil municipal de Macouria, je suis aussi conseiller territorial du bassin de la Grande Couronne. Donc, et de surcroît vice-président de la CTG. Donc, il est aussi de mon devoir, nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, il est aussi de mon devoir de prendre la mienne. Après, ce qui se fera, mais demain, on ne me reprochera pas de n'avoir pas au moins attiré l'attention de monsieur le préfet, comme je l'ai fait vendredi par téléphone, en lui disant que Macouria pleure ses enfants. Vous allez demander quoi concrètement à l'État, Emmanuel Prince ?
Je demanderai tout simplement à l'État de prendre sa responsabilité. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une compétence régalienne, c'est une route nationale. Écoutez, en voyage, et parfois on nous le reproche en se disant que vous, les élus, vous voyagez, donc vous voyez les infrastructures ailleurs, et que l'on veuille ou non, il est très rare de voir une route nationale en métropole qui ne soit pas éclairée dans ses carrefours en amont et en aval, etc. Ce qui n'est pas le cas en Guyane. Vous y croyez vraiment à une prise en charge, en tout cas une prise de conscience de l'État? Parce que ce problème, ça fait des années, comme vous dites, que vous l'avez soulevé, que d'autres l'ont soulevé. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu l'Arlésienne? Est-ce que vous pensez vraiment que là, ce problème peut être pris à bras-le-corps par l'État? Moi, je dirais tout simplement que l'État n'est pas un adversaire. L'État doit être conscientisé, s'il le faut, de la manière forte, mais en tout cas, il y a différentes possibilités de pouvoir faire passer un message. Aujourd'hui, l'affaire de la RN1 n'est pas l'affaire de Macoria, c'est aussi la seule route nationale 1 que nous avons qui nous permet donc de desservir d'autres communes du littoral. Donc c'est l'affaire des maires, c'est l'affaire des parlementaires, c'est l'affaire du président de la collectivité. Mais je dirais que lorsque j'apprends que les prochaines discussions probables d'aménagement de cette route, ce n'est pas avant 2035, je pense que là, beaucoup d'élus, dont particulièrement le maire de Macoria, auraient pu réagir bien avant. Parce qu'on ne va pas... Nous sommes en 2024, et on me dit 2035. Nous aurons à pleurer combien encore des nôtres? En tout cas, on suivra, puisque vous nous avez dit que vous rencontrerez le préfet, c'est ça, la semaine prochaine. Incessamment sous peu. On suivra de près ce rendez-vous, puisqu'on a le sentiment que vous prenez ce problème à bras-le-corps, en tout cas. Vous reviendrez nous dire un petit peu les... Mais je dirais, Herman, je n'ai pas, c'est surtout ce qu'il faut bien comprendre, je n'ai pas attendu le décès de mon beau-frère pour que je puisse faire part de propositions qui malheureusement n'ont pas été entendues. On l'a bien entendu. Merci Emmanuel Prince d'être venu avec nous ce matin dans Face à Mo News.